Les chefs d'État de la CEMAC se sont réunis la fin de la semaine dernière à Yaoundé pour se pencher sur la situation économique de la zone. Et au sortir de ce sommet, une série de mesures ont été annoncées, notamment un ajustement budgétaire, mais pour faire l'économie, ce sont en gros des mesures d'austérité. Première analyse, quelle analyse faites-vous des mesures qui ont été annoncées à l'issue de ce sommet? Oui, je voudrais d'abord faire remarquer que ces mesures ont été prises dans le cadre d'une réunion qui a un caractère exceptionnel. C'était en présence de tous les chefs d'État, puisque nous sommes des chefs d'État, certes, mais en présence de la directrice générale du FMI et du ministre français des Finances. La présence du ministre français peut se justifier davantage puisque c'est la zone franc, et la France étant bien sûr la puissance tutélaire de cette zone. Mais la présence de la directrice générale du FMI, vous comprenez que ça évoque pour beaucoup d'Africains dans la zone franc au moins un souvenir très important. C'est ce qui s'était passé en janvier 1994 à Dakar, une grande réunion, un sommet des chefs d'État en présence justement d'un directeur général du FMI, celui de l'époque, et du ministre français des Finances. Alors, ça aussi, c'est une dimension sous-régionale, c'est au niveau de la CEMAC que les mêmes types d'autorités se retrouvent pour prendre des mesures qui, curieusement, sont effectivement de la même nature, en dehors du fait effectivement qu'il n'y a pas d'évaluation de la monnaie. Mais Oui. on peut penser qu'une monnaie se dévalue non seulement parce qu'on décide de changer sa parité, mais c'est parce qu'aussi, du fait de l'inflation, une monnaie peut faire sa valeur. Oui, Magloire Noël Ndoba, est-ce que le fait que ça soit un sommet extraordinaire et comme vous le soulignez, la présence du ministre français des Finances et de la directrice générale du FMI ne montre pas aussi que la situation dans cette zone est assez préoccupante? Et elle est d'autant plus préoccupante qu'effectivement, on peut constater que de toute la zone franc, c'est ceux de la CEMAC qui ont connu une chute du taux de croissance entre 2014 et 2015. En gros, les statistiques, si on regarde d'ailleurs le rapport que la zone franc a publié pour l'année 2015, le taux de croissance a chuté de moitié dans les pays de la CEMAC. Il était de près de 4% et il est descendu à 2,4% en 2015. Et il est même prévu qu'il va encore être plus faible et de diminuer encore pour descendre à 1,7% en 2016. Alors que dans l'UEMOA, il y aura un taux de croissance qui va plus ou moins être stable, en passant de 6,5% en 2014 à 7% en 2015 et un peu plus en 2016. Mais c'est que les structures de base des économies de ces différentes sous-régions sont des structures différentes. Autant dans l'UMOA, la crise des matières premières ne touche pas tellement les économies puisque les matières premières de cette zone qu'est l'UMOA sont plutôt les matières premières agricoles et qu'il y a une sorte de consommation locale suffisamment importante. Autant dans CEMAC, les matières premières exportées sont des matières premières qui entrent dans l'industrialisation de l'Occident et qui est l'industrie occidentale qui a connu donc la crise que l'on connaît, que l'on sait, et donc la chute des prix, notamment des prix pétroliers, puisque la plupart des pays de la CEMAC, c'est des pays pétroliers. Même le Cameroun, c'est aussi un pays pétrolier, en dehors de la Centrafrique, évidemment. C'est un choc, un contre-choc pétrolier que ces pays ont connu et qui a fait qu'effectivement, compte tenu des pays qui ont une structure extravertie et fondée sur principalement une ou deux de matières premières d'exportation, donc des produits de rente,
ces économies sont... Et donc, la situation est grave, effectivement, voilà, on doit le dire. Mais Alors, les mesures prises seront-elles les bonnes réponses à la situation telle qu'elle se présente? voilà, justement, Bon, on devrait pouvoir poser cette question. ça allait être ma question, professeur. Est-ce que les mesures prises qui sont jugées comme des mesures d'austérité sont les bonnes réponses face à la situation actuelle? Bon, disons que d'une certaine manière, quand des économies sont mal gouvernées et arrivent à des déficits budgétaires au niveau interne et à des déficits importants de la part des paiements, donc au niveau externe, en général, la seule solution était l'austérité. C'est exactement ce que nous avions dans les années 80 qui avait rendu nécessaire ce qu'on appelait les programmes d'ajustement structurel à l'époque. Les gouvernants, notamment les chefs d'État, dans au moins 3 de ces pays, et pas n'importe lesquels, le Cameroun, économie dominante de la sous-région depuis longtemps, le Congo, pays pétrolier qui est aujourd'hui le premier pétrolier de la zone franc, la Guinée équatoriale, ont les mêmes chefs d'État depuis l'époque où il y a eu la dévaluation. Ces chefs d'État devraient avoir déjà prouvé qu'ils étaient capables d'assurer une bonne gouvernance dans leurs économies. Or, malheureusement, il faut regarder les statistiques. Vous savez, l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance éclaire beaucoup d'aspects dans la gestion de nos économies. Il se trouve que les pays de la CEMAC ont un indice médiocre par rapport à ceux de l'UMOA, de manière générale. Dans ces pays, il y a une crise économique qui aurait pu être évitée puisque ces pays étaient tous les pays de la zone franc, ceux qui étaient les mieux dotés en ressources valorisées du fait du pétrole et du fait des ressources financières que procurait effectivement l'économie pétrolière. Donc, si on suit votre raisonnement, c'est que la situation est telle que les mesures d'austérité prises étaient inévitables. Les mesures d'austérité prises étaient inévitables dans la logique de l'orthodoxie qui aurait pu être appliquée par les chefs d'État, par les gouvernants qui savent que depuis les années 80, ils avaient connu la même chose. Mais ces mesures d'austérité auraient pu être évitées par d'autres dirigeants, par d'autres gouvernants, si dans ces pays, des changements démocratiques avaient pu se produire pour amener à la tête du pays et au niveau du gouvernement et des exécutifs des dirigeants soucieux de gouverner autrement leur pays. Alors, l'autre question, professeur, c'est où appliquer l'austérité? Est-ce qu'il faut mettre l'accent sur la réduction du train de vie de l'État et tout ce qui va avec, ou est-ce qu'il faut vraiment faire des coupes dans certains investissements publics? On sait aujourd'hui que lorsque l'on privatise, cela fait l'affaire des intérêts économiques étrangers, des pays dominants. Donc les privatisations vont sans doute encore se produire pour ce qui reste d'entreprises publiques ou des services publics dans nos pays. Mais il y aura surtout effectivement des limites aux dépenses publiques. Et donc, il sera difficile pour un gouvernement de faire des investissements publics. Donc, les grands travaux, ce qu'on appelle les grands travaux, ne vont plus tout à fait se faire ou ne devront plus se faire, à moins qu'effectivement, je dis bien, il y ait d'autres gouvernants, c'est-à-dire d'autres dirigeants prennent les affaires et envisagent la sortie de la crise autrement qu'à travers l'austérité de type programme d'ajustement structurel. Dans la logique de type programme d'ajustement structurel, ce qui va se passer partout, ça va être que les salaires vont être réduits, le nombre de fonctionnaires va être réduit, les services publics vont diminuer, les hôpitaux au niveau de la santé, il n'y aura plus de recrutement. La logique de l'orthodoxie, c'est celle-là. Une autre logique est possible si effectivement les États étaient dirigés suivant une autre vision du développement et de la stabilisation des économies.
Alors, mais c'est une orthodoxie qui va être appliquée, une austérité qui va être appliquée dans des pays qui sont déjà sous tension. Est-ce que ça ne va pas aggraver la situation dans des pays comme le Tchad ou le Gabon, par exemple? Oui, parce que dans un pays comme le Tchad, depuis 3 mois, il y a des grèves des fonctionnaires et qu'il y a une négociation pour une trêve sociale au Tchad. Et qu'à partir du mois de janvier, il a été décidé par le gouvernement que tous les fonctionnaires qui feront grève seront renvoyés, licenciés. Le cas du Tchad que nous prenons là est peut-être le cas le plus significatif de ce qui va arriver dans ces pays-là. Alors, des crises politiques sont prévisibles. Il se trouve que ce sont des pays qui, comme le Tchad, comme le Congo-Brazzaville, sont des pays où les problèmes de sécurité intérieure se posent. Il y a ce qu'on peut appeler des conflits armés ou une guerre dans chacun de ces pays. C'est des pays qui ont connu des coups d'État, dont l'instabilité politique est marquée par le fait que les mêmes qui sont chefs d'État se maintiennent au détriment et au mépris des règles constitutionnelles qui avaient été adoptées par leur population et y compris par eux-mêmes. Les crises sociales vont être évidentes, mais cela peut se transformer dans beaucoup de ces pays en crise politique. Donc les populations auront des choix à faire. Il se trouve qu'il y a ces dimensions sécurité dans la plupart de ces pays. Le Tchad touché par Boko Haram comme le Cameroun. Le Congo par des conflits internes. Il y a aujourd'hui le département du Pou, il y a des massacres, il y a des arrestations parce que le chef de l'État qui s'est dû réélu cette élection, sa victoire n'a pas été reconnue par d'autres qui l'a mis en prison. Au Gabon, il y a eu élection, l'adversaire dit qu'il a gagné et il ne reconnaît pas celui qui s'est présenté comme le réélu. En Centrafrique, nous avons eu une crise dont l'importance n'est plus à rappeler et qui a donc bouleversé le pays au point qu'aujourd'hui c'est difficile de gérer de manière stable ce pays. Nous sommes là dans des pays dont on peut dire qui connaissent une crise économique et une crise politique chacun. Cela induisant une crise sociale dans chacun de ces pays avec donc des possibilités d'implosion. Cette réunion, ce sommet de la CEMAC à Yaoundé, est-ce que ça ne va pas encore remettre sur la table le débat sur le CFA lui-même au moment où beaucoup d'économistes quand même pensent qu'il faut que les pays de la zone réfléchissent à une alternative à cette monnaie ou même sortir carrément de cette monnaie? Mon point de vue, je l'ai déjà exprimé, je crois qu'il faudrait éviter ce qui serait une régression avec l'adoption de monnaie nationale. Il faudrait aller vers des monnaies sous-régionales et en l'occurrence deux possibilités, soit une monnaie au niveau de la CEMAC, une autre au niveau de l'UEMOA, avec la possibilité pour l'UEMOA, comme cela est déjà envisagé pour 2020, d'y travailler systématiquement afin que cela soit non seulement une monnaie de l'UMOA, mais une monnaie de l'ensemble de la CEDEAO. Cela, c'est des avancées possibles. Mais pour en revenir à la CEMAC, on sait que la situation est différenciée. Le Cameroun n'est pas aussi économiquement frappé par la crise dont nous parlions. Le Cameroun est touché par la crise sécuritaire. Le Cameroun va être touché par une crise politique parce que il sera inadmissible pour beaucoup de citoyens camerounais que le chef de l'État soit encore candidat à 85 ans. Donc il y aura une instabilité politique très visible dans le cas du Cameroun, malgré une stabilité économique qui est certaine. Mais le Cameroun pourrait continuer à penser qu'il peut s'autonomiser et créer sa propre dynamique économique et pourquoi pas gérer le franc, CFA ou créer une autre monnaie en tant que Cameroun. C'est une idée qui circule parmi les intellectuels camerounais, les chercheurs de ce point. Mais je dis bien qu'il faut voir le facteur politique qui pourrait... or, si le Cameroun décide de faire cavalier seul, cela va casser une dynamique d'intégration régionale qui est d'autant plus utile que si demain il y a une monnaie qui n'est pas le CFA pour l'ensemble de cette sous-région, il serait économiquement efficace, politiquement utile
et socialement nécessaire que ce soit une monnaie souveraine. Merci beaucoup, professeur Magloire Noël Ndoba. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous étiez le doyen de la faculté des sciences économiques de l'université de Brazzaville.